Bienvenue dans Projet Adama, un podcast qui s'intéresse aux personnes rassemblées autour du combat pour Adama Traoré, décédé le 19 juillet 2016 dans la gendarmerie de Persan. Les personnes que vous alliez entendre sont noires et elles évoquent leur rapport avec ce combat en questionnant la justice, les institutions comme la police, l'expérience des personnes racisées dans l'espace public ou encore notre place à nous qui sommes blancs. Pour nous engager dans ce combat, nous avons décidé de ne pas prendre la parole et d'écouter ces discours qui ne sont pas assez relayés. Je m'appelle Elisa da Silva. Et moi, Arthur Vacher. Aujourd'hui, nous allons entendre Djigui Diarra. Je m'appelle Djigui Diarra, j'ai 28 ans. Je suis dans le cinéma en tant qu'acteur-réalisateur. Et je suis originaire de la ville de Grigny, dans le 91. C'est dans le département de l'Essonne. La première rencontre avec le comité Adama, ça a été avec Assa Traoré. Il y avait un événement à Grigny qui inaugurait plusieurs fresques. Il y avait un portrait, une fresque sur Adama Traoré en fait. Donc pour moi, déjà ayant eu vent de cette histoire qui m'avait scandalisé à l'époque, parce que je me suis dit ça peut être moi, mais ça peut être des amis, ça peut être des cousins. C'était vraiment pour moi la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase, et je me suis rendu à l'événement, et puis j'ai appris que ça allait venir, et c'est comme ça en fait que je l'ai rencontré. Mon parcours dans le cinéma, il est assez atypique. J'ai commencé par intégrer une association qui initie des jeunes des quartiers populaires entre guillemets aux différents métiers du cinéma. Je suis pas resté très très longtemps là-bas, c'était vraiment une initiation. Puis après, j'ai fait une résidence d'écriture à Jindou, ça se nomme la ruche de Jindou Cinéma, vraiment dans un cadre exceptionnel, dans un festival en pleine campagne dans le Lot qui dure 10 jours. C'est là-bas d'ailleurs que j'ai élaboré ma première histoire. Puis ensuite, après la ruche, j'ai intégré la FEMIS par le biais du programme La Résidence. Je suis resté là-bas un an et demi. Ça a été mis en place par Raoul Peck et Marc Nicolas, paix à son âme. Voilà en gros mon parcours dans le cinéma. Et puis bien entendu, avant d'entrer à chaque fois dans dans une autre école, c'était en mode autodidacte, en regardant beaucoup de films, en parlant avec des gens, en étant pris aussi dans des séries ou dans des films. Justement, j'ai été pris, ma première vraie expérience, c'est quand j'ai été pris pour jouer dans l'avant-dernier épisode de Julie Lescaut. On a été plus de 200 à passer le casting. Bon, j'ai été ravi comme un fou parce que je me disais, bon, je suis pas si nul que ça. Donc j'étais content, etc. Et j'arrive sur le tournage, j'ai très très vite déchanté parce que j'ai compris que mon profil, en tout cas, au cinéma français, c'était un profil très apprécié pour ce qui était la sauvagerie, quoi. Et j'avais une partie à faire à la Goutte d'Or, puis ils ont vu qu'ils avaient oublié de caster un autre jeune pour une autre partie. J'avais une boucle d'oreille à l'époque. Ils m'ont dit Djigui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va enlever ta boucle d'oreille, on va te donner un suite à capuche et on va te mettre à Barbès. C'est comme si en fait tous les noirs sont les mêmes, quoi. Voilà, par quoi je suis passé, c'est quelque chose de raciste, et il y en a eu d'autres bien entendu, mais c'est ça en particulier qui a fait que je suis déterminé à raconter mes propres histoires, quoi. Voilà. Mon film, Malgré eux, c'est un court-métrage d'une quinzaine de minutes, et c'est un film qui montre le parcours de 3 jeunes de banlieue qui veulent vivre normalement après une intervention policière qui a dégénéré, en fait. Assa Traoré, elle apparaît dans mon film Malgré eux, en mode clin d'œil, en fait, parce que pour moi, à l'époque, ça a commencé à être vraiment la figure de proue du combat contre les violences policières, premièrement. Deuxièmement, je voulais encore une fois faire un espèce d'hommage à la femme, parce que à chaque fois quand il y a un jeune qui meurt des mains de la police, la plupart du temps c'est des jeunes hommes, mais celles qui montent au front à chaque fois pour rétablir la justice et la vérité, et en leur nom justement, c'est des femmes en fait. Elles ont pas choisi ça, c'est des guerrières malgré elles, et je les trouve très courageuses, je les trouve très fortes, je les trouve très belles dans cette démarche, et je me suis dit ce serait un honneur au final de l'avoir dans mon projet, elle, ou que ce soit quelqu'un d'autre qui a décidé en tout cas de pas se laisser faire. Voilà pourquoi j'ai décidé de mettre Assa Traoré en mode clin d'œil. J'ai décidé de faire ce film pour humaniser justement ces personnes qui meurent des mains de la police,
Bah voilà, dès qu'on apprend qu'un tel est mort suite à une garde à vue ou bref un contrôle de police, bah très vite cette personne est déshumanisée. On sort le casier judiciaire, il y a une machine qui se met en place et quand j'ai commencé à élaborer ce film, on était en 2016. Il y a eu la mort d'Adama, il y en a eu d'autres aussi, hein, bien entendu. Le développement de ce film a été nourri par cette mort, par la mort de Lamine Dieng, par voilà même des morts bien avant ma naissance, hein, Malik Oussekine, ce genre de choses. C'est un film vraiment qui s'inspire de ces faits, mais qui s'inspire surtout de ma vie et de celle de mes amis en fait. Et c'est peut-être pour ça que il y a un rendu réaliste. Mais c'était mon objectif aussi d'être le plus réaliste possible pour que justement faire obstacle à quand on décide de faire un film en banlieue et d'aborder ce thème. C'est les fantasmes, c'est les trucs chelous là qui sont mis en avant. Non, moi je voulais être le plus réaliste possible pour que les gens puissent avoir un avis et faire le topo. Et dès qu'on monte des gens qui tout simplement, par exemple, veulent aller au restaurant, veulent aller au cinéma, un tel va récupérer sa copine, ils ont des problématiques comme monsieur tout le monde, monsieur et madame tout le monde, ben ça choque en fait, c'est surprenant. Donc il y a vraiment du travail, il y a un boulevard là qui se présente à nous, cinéastes et autres. Non, on est plus complexe que ça. Donc au travail. Mais vous savez, je suis pas le seul à penser comme ça, à savoir raconter ses propres histoires, faire un cinéma un peu plus réaliste. Mais en tout cas, c'est une parole qui commence à avoir de l'écho. Et j'ai eu la chance de pouvoir mettre cette vision en avant grâce à Mediapart. En fait, j'ai eu la chance de pouvoir faire une tribune où comment dirais-je, je mettais en avant ma vision du cinéma, partagée avec beaucoup d'autres personnes. Et je vais vous lire quelques passages. Puisque pour réaliser des films, il est préférable d'avoir des aides financières, des commissions se réunissent régulièrement pour octroyer les subventions nécessaires à la réalisation et à la création. Cependant, certains décisionnaires, entre parenthèses, organismes ou associations qui, de par leur statut, orientent ce qui sera le cinéma de demain, ont une vision de la banlieue, des personnes qui y vivent et des minorités en général qui ne reflètent pas la réalité. Un cinéaste ne sera souvent aidé que si son scénario correspond à la vision que ces fameux décisionnaires se font de la banlieue. Vision qui, inutile de le préciser, s'appuie sur des clichés renforçant la stigmatisation des populations concernées. Par exemple, si je veux faire un film sur la banlieue ou la campagne, il faudra impérativement que ressortent de ces projets des thèmes comme le misérabilisme, le renier de soi-même, les affres de la religion, en l'occurrence l'islam, des sœurs enfermées par leurs grands frères, etc. La multiplication de ces thématiques à l'écran laisse ainsi imaginer que ces projets sont plus facilement aidés. Ces personnes décisionnaires sont comme une sorte d'oligarchie artistique qui garde jalousement fermées les vannes de la créativité et ne les ouvre seulement qu'aux candidats qui pensent comme eux. On peut lutter contre cette oligarchie en décidant de faire nos films, mais sans demander leur aval en fait. C'est un rêve pour moi le cinéma. Ce rêve il est énorme en fait. J'ai pas à attendre l'autorisation de qui que ce soit pour réaliser mon rêve. Ça, c'est la pire des prisons, des entraves, ça. Non. On peut lutter contre cette oligarchie en mettant en avant nos particularités, en les assumant et pas en les bridant ou je sais pas comment dire ça. Et, premièrement, et deuxièmement, en s'alliant. Moi, mon film, malgré eux, je l'ai fait de manière, c'est vraiment un film du peuple, si on peut dire ça comme ça. J'ai fait ça avec, il a été produit. Mais une grande partie de l'argent vient d'un financement participatif en fait. Des gens de Grigny, des gens d'ailleurs, des gens de Paris, des gens qui ont rien à voir avec moi, qui ont rien à voir avec la banlieue, ont soutenu ce film, ont mis des 100 euros, des 200 euros. Non, c'est par ce biais-là qu'on peut lutter contre cette oligarchie. Je vous ai lu un passage de ma tribune, je vais vous en lire un qui, je pense, pour moi, représente bien ma manière de voir et de penser le cinéma. Nous ne voulons plus suivre la volonté de personnes qui n'ont que faire de nos aspirations, de nos rêves les plus profonds, de notre besoin de créer et de raconter. Nous ne voulons plus suivre ces personnes et nous aligner dans une dynamique de soumission, mais nous souhaitons une vraie liberté artistique. Nous ne voulons pas perdre notre identité en tant qu'enfants de la banlieue ou d'autres horizons fantasmés. Nous n'oublions pas que nous avons été élevés par nos parents qui au quotidien s'apparentent à de vrais héros.
Nous avons envie de le faire pour nos petites sœurs et nos petits frères qui doivent continuer de rêver. Cela contribuerait à amorcer un processus de revalorisation de soi, de nous, les oubliés ou les marginalisés, et ceci sans haine vis-à-vis des autres. Ce processus de revalorisation, il est très très important parce que sans savoir qui on est, d'où l'on vient, si on n'a pas d'estime de soi, on est comme une coquille vide en fait. C'est pour ça que ces questions de représentation, de représentativité, c'est très important. Nous à l'époque, on avait quoi? On avait Kirikou, c'est tout. Hein, ouais. Non, et, pour que les gens puissent se construire, c'est important de montrer des modèles de réussite. Le processus de revalorisation, le comité Adama le fait très bien. Si on regarde bien, Assa Traoré, c'est une femme noire qui s'assume complètement. Elle fait référence à des choses qui la renvoient à son pays d'origine, le Mali, à sa culture, Manding Soninké, et puis même sa manière de prendre les gens avec elle en fait. Ça s'apparente au griot ou au grand-père ou à la grand-mère qui autour d'un baobab raconte son histoire en fait et qui accueille tout le monde, peu importe son origine sociale, son orientation sexuelle. C'est ça en fait la solidarité. Un thème qui est très présent, c'est vrai, dans ces sociétés ouest-africaines et qu'elle essaye, je pense, sans vraiment le théoriser ou quoi que ce soit, mais elle le fait, c'est clair et net. Donc ça permet une revalorisation de soi. J'en suis sûr et je suis persuadé que plein de petites filles, en voyant Assa Traoré, assument ses cheveux crépus, assument le fait que ce sont des femmes noires, couleur ébène, la carnation ébène. Non, c'est vraiment important, très très important. Heureusement qu'elle est là. Comment je vois l'avenir pour le cinéma français? C'est une bonne question. Je le vois. Il y a beaucoup de pénombre autour. Mais il y a un petit chemin, il y a un petit chemin là, il est assez épineux, il y a des pierres pointues, etc. Mais il y a un petit chemin qui mène vers la lumière. Et je vois ça pour le cinéma français, et je vois ça aussi pour le comité Vérité et Justice pour Adama et pour tous les autres comités. Ça va être compliqué, ça va être périlleux, mais ça va aller, j'en suis sûr. Ben, en même temps, il faut que je sois optimiste. Hein. Mon prénom, ça veut dire espoir. Jiggy, ça veut dire espoir. Donc, je peux pas me permettre d'être, tu vois, en mode pessimiste. Non, je pense que ça va aller, mais après, je sais pas combien de batailles et combien de combats. Et puis même après qu'on soit plus là, faudra continuer à combattre parce que les problèmes ne s'arrêteront pas. Le combat contre les violences policières, à partir du moment où il y a eu des images, c'est plus devenu quelque chose d'abstrait, quelque chose d'abstrait. Il y a eu ces images, on s'est fait notre avis nous-mêmes, on s'est fait le topo nous-mêmes. On a tous été scandalisés, horrifiés d'assister à l'agonie pendant 8 minutes du frère, par son âme, George Floyd. C'est ça qui nous a permis de se rendre compte de ce fléau qui mine non seulement l'ambiance générale en France, mais même l'ambiance générale dans le monde. C'est une constante en fait, les violences policières à l'encontre des minorités. Bon là en l'occurrence c'est les Noirs, mais on n'oublie pas les personnes maghrébines, les personnes même LGBT et tout ça. C'est une constante dans chaque société et c'est important de filmer, de mettre des images là-dessus, de témoigner, de constater. C'est très important. Avec l'image, ça nous met directement sur le fait, en fait. Enfin, alors bien entendu, certains diront oui, mais on peut les remixer, on peut les ceci, on peut les cela. Mais il y en a tellement là, il y en a tellement qui sont criantes de vérité. C'est pas seulement le policier ou la personne interpellée ou je sais pas comment dire ça qu'on voit dans l'image. C'est les gens autour, c'est la cité, c'est les petits frères, c'est les petites sœurs, c'est les mamans. Et je le montre ça aussi dans une partie de mon film où quand il y a des interpellations, toute la cité est concernée en fait, parce que c'est un membre de la famille. Et si un tel est touché, c'est comme si c'était moi en fait. Donc même si pour les magistrats, etc., quand il y a des vidéos, c'est pas important, qu'ils oublient pas que les concernés, c'est pas seulement le ou les policiers qui interpellent un jeune, c'est l'endroit ou l'environnement où il y a cette interpellation. Et ça va même au-delà. Cédric Chouviat, il s'est fait interpeller, c'était dans Paris, il y avait des gens autour. Voilà, et il y a des témoins oculaires qui peut-être déjà avaient un avis sur ces violences policières, et hop, ça, étant deux faces, bah, ça a permis de montrer en fait qu'il y a deux facettes dans cette histoire, quoi.
Ce que je voudrais dire aux Blancs, et pas que aux Blancs, même des personnes, on va dire, qui peut-être font partie des minorités racisées, minorités visibles, etc., et font tout pour éviter certains sujets ou ne pas être concernés, etc. Je leur dirais que ils pourront pas continuer comme ça longtemps parce que on va leur demander des comptes à un moment donné, que ce soit nous ou même plus tard leurs enfants, leurs petits-enfants, papa, maman, toi quand il y avait Assa Traoré, qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu faisais partie des trolls là sur internet qui dès qu'il y a un truc qui sort parle mal, ou dès qu'il y a une fresque mettent des croix dessus, font tout pour la dégrader? Des comptes seront demandés. Merci à Djigui Diarra de s'être exprimé sur le projet Adama. Pour le jingle, merci à Samuel Eker d'avoir remixé le morceau Now's the Time de Charlie Parker. Merci à Ellie Zilberman pour le mixage, et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour suivre l'actualité du podcast.